Je reviens maintenant sur un peu plus sur comment on utilise ces outils, nous, sur nos terrains. Donc, le CIRAD, comme vous l'avez dit, c'est un institut de recherche qui travaille sur la ceinture tropicale. Pour mon compte, j'ai travaillé beaucoup au Brésil, en Amazonie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais j'ai aussi un peu travaillé en Afrique et en Asie du Sud. Et je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que la modélisation d'accompagnement, en anglais Companion Modeling. C'est une modélisation participative qui vise à accompagner les réflexions sur la gestion des ressources. Il s'agit donc d'une posture d'accompagnement qui s'appuie sur des outils, deux types d'outils, donc les SMA d'un côté que je viens de vous présenter et les jeux de rôle. Alors, je suis toujours gêné, moi, avec ma présentation, avec les outils Zoom. Je vais essayer de faire du ménage. Excusez-moi, hein, Zoom, en fait, mon Zoom se met devant mes présentations et pas vous, mais moi, et ça me gêne pour lire. Donc, cette unité dans laquelle je suis, qui s'appelait avant l'unité Green, a été créée par un économiste qui s'appelait Jacques Weber et qui avait fait le constat que pour gérer des ressources de façon durable et équitable, la décision est rarement le résultat d'un seul décideur politique, mais plutôt la conséquence de choix collectifs par les acteurs. Et donc, il avait considéré qu'il était important que les acteurs s'approprient les décisions qui les concernent. Ce travail avait été mené en collaboration avec Elinor Ostrom à l'époque. Elinor Ostrom, c'est une économiste qui a gagné le prix Nobel d'économie en 2009. Mais notre collaboration avec Elinor Ostrom a commencé bien avant, dans les années 90, où elle travaillait sur les systèmes de valeurs qui sont propres à chaque société. Et Elinor Ostrom explique que les sociétés vont classifier les ressources à utiliser non pas par des besoins fondamentaux qui seraient fixés par, euh, par en haut, mais par un système de valeurs et de sélection, ce qu'elle appelle un système de sélection sociale, constitutional choice. Donc ce travail avec Jacques Weber et Elinor Ostrom a consisté à utiliser comment utiliser la modélisation pour travailler sur le renforcement des biens communs. Parce qu'en fait, Elinor Ostrom est très connue pour son travail sur les biens communs, ce qu'elle appelle les commons. Et donc, l'approche commode, c'est une posture de recherche impliquée qui est à l'inverse de la tendance dominante, qui est de proposer en fait des cadres de gestion qui seraient conçus d'en haut par une politique, soit par des grandes entreprises transnationales, soit par l'administration de l'État, soit par des experts. Et ce que disait Jacques Weber, c'est que les causes des échecs de ces projets de développement, c'est qu'ils reposent sur l'hypothèse qu'il serait possible d'initier des changements de l'extérieur, depuis l'extérieur, sans en fait prendre en compte les préoccupations locales. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que l'expérience menée sur le terrain et avec les acteurs, c'est à partir de ça que s'élaborent les véritables questions de développement, au risque d'ailleurs parfois de réviser les objectifs initiaux des projets de recherche sur lesquels on est financé. Donc, toute la démarche consiste à accompagner des changements d'organisation et de pratique auprès et avec les acteurs. Donc, dans la démarche commode, en fait, on va à nouveau considérer qu'il y a des interactions entre des acteurs et leur environnement, et des acteurs qui ont différents poids, différentes représentations et aussi différentes valeurs. Et en fait, le chercheur, dans ce cas-là, est un acteur parmi les autres qui a un regard sur le système qu'il étudie, mais n'a pas forcément un regard qui est surplombant par rapport aux autres acteurs, mais qui doit s'aider des autres acteurs, des regards des autres acteurs. On va appeler ça des autres points de vue que les acteurs ont sur ce système. France. Donc, cette démarche commode se place dans une posture qu'on va dire une posture post-normale qui, euh, qui cherche à impliquer les acteurs dans le design et dans l'exploration du modèle et jusqu'à la décision collective. Alors, la science post-normale dit qu'en fait, il y a des défis, à nouveau,
On n'entend plus le son, tu as coupé ton micro, Pierre, on dirait. Pardon, ouais, ça y est. Excusez-moi. Merci. C'est en déplaçant la barre, j'ai cliqué sur le micro. Euh, il y a un plus ou moins haut degré d'incertitude sur les questions qu'on se pose. Donc, plus le degré d'incertitude est haut, plus la science classique ne répond pas aux impératifs. Et je vais devoir redéplacer ma barre, c'est vraiment très pénible. Le défi de la décision, si le défi est faible, on peut utiliser des sciences un peu classiques, mais dès que le défi est assez important, on se place à nouveau dans le contexte de la science post-normale. Cette science dit, dans une situation où les faits sont incertains, les valeurs en dispute, les enjeux sont importants et les décisions sont urgentes, alors la décision ne doit pas être uniquement basée sur des connaissances expertes, ni sur des résultats de modèles, mais elle doit être réellement partagée avec les acteurs. Et nous faisons donc l'hypothèse que les acteurs peuvent décider de leurs objectifs à long terme, sur la base d'une conception partagée d'une situation actuelle, donc travailler sur les valeurs, les points de vue et les valeurs, et en explorant collectivement plusieurs scénarios possibles pour mieux comprendre collectivement comment atteindre une situation désirable. Et ça, c'est un peu la base de Commode. Dit autrement, je vais présenter un autre schéma qui explique un peu la façon dont on utilise l'approche Commode dans nos projets. On a à nouveau l'environnement et un système social. L'interaction entre les deux, c'est ce qu'on appelle le système des ressources en commun. Un premier travail de l'approche commode, c'est donc d'identifier les différents points de vue spécifiques des différents acteurs. Donc d'identifier quels sont les acteurs qui utilisent ces ressources, des chasseurs, des pêcheurs, n'importe quoi, et de travailler sur comment qu'ils se perçoivent eux, les autres, dans ce système donné. Après qu'on a fait ce premier travail, qui est un travail très science sociale, on va essayer de co-construire collectivement une vision partagée de ce système, afin d'arriver à une représentation qui corresponde à l'ensemble des participants. Ça, c'est une première grande étape. Et ce qu'on fait après, à partir de ça, ce travail même de conception, de cause-conception, puis à partir de ce travail de simulation participative, on va espérer avoir des effets tangibles sur le terrain avec des modifications de la part des points de vue des différents participants qui vont prendre en compte les contraintes de l'environnement, mais aussi les contraintes des autres acteurs avec lesquels ils sont parfois en compétition, en espérant avoir des modifications sur la manière d'agir, sur les activités, sur changer des pratiques et arriver à des décisions collectives. Mais ce qui est important à souligner, c'est que la démarche commode ne consiste pas à proposer des solutions experts clés en main, mais à co-construire cette décision collective. Je dois avancer, non? J'ai plus beaucoup de temps. Alors, je vais avancer, je vais Ouais, accélérer. surtout si tu as des exemples après concrets que Ah oui, tu c'est voulais. ça. Oui, je vais essayer de faire un exemple. Je vais aller rapidement à l'exemple, et comme ça, ce sera plus efficace. Juste pour dire qu'il y a des bouquins, donc un bouquin en anglais et un bouquin en français, le même bouquin, hein, sur la modélisation d'accompagnement que vous pouvez trouver. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer aussi le PDF directement, ce sera encore plus facile. Je vais vous présenter donc un cas d'étude qui est un des très premiers cas qui s'est passé au nord du Sénégal, qui est une démarche d'accompagnement des processus de décision combinant système d'information géographique, jeu de rôle et simulation multi-agent. Alors, c'est passé au nord du Sénégal, dans une région du fleuve Sénégal. À l'époque, il y avait des grands conflits entre éleveurs et agriculteurs. Euh, D'ailleurs, c'est des conflits, c'est des problèmes qui sont récurrents sur toute l'Afrique sahélienne, entre l'élevage et l'agriculture. En plus, dans le contexte, à l'époque, d'un changement de politique nationale au Sénégal, avec des politiques strictement hydro-agricoles qui sont mises en œuvre pour mise en place de barrages hydroélectriques, etc. Et aussi dans un contexte de décentralisation de la décision, avec une libéralisation de la filière rizicole, euh,
et une libéralisation de la décision au niveau local, non, théoriquement, mais avec des grands problèmes de confusion entre les rôles, entre les différentes institutions. L'objectif donc de ce travail-là, c'était de créer des capacités endogènes pour renforcer les capacités de négociation des partenaires, renforcer les capacités de concertation et les compétences pour la gestion du territoire. Je vais avancer plus vite que ça. Voilà. Je vais présenter, en fait, ce travail a été présenté mené dans différents villages de la zone de façon indépendante. Et chaque atelier consistait en une opération de 3 jours. Le premier jour, c'était identification et caractérisation. Donc, ce que je vais expliquer, qui sont les acteurs, qui sont les ressources, quelles sont les ressources, est configuré l'espace, quels sont les critères de satisfaction pour chaque type d'usage sur les ressources, pour chaque type d'acteur, quelles sont les règles d'usage en cours et quels sont les comportements, et arriver à essayer d'avoir une représentation partagée de ce système donc, que je viens de décrire. Le lendemain, à partir de ces éléments-là, on concevait un jeu de rôle avec les éléments qui ont été discutés la veille. Et ce jeu de rôle consistait à mettre les acteurs en situation sur un plateau virtuel où ils allaient poser avec des post-it, bah là, je vais me faire de l'agriculture, là, je vais mettre mon troupeau, etc. Et en fait, ce jeu de rôle permettait d'identifier, d'illustrer les problèmes qui sont rencontrés et qui sont énumérés qui ont été identifiés dans le jour précédent. Et aussi, pendant le jeu de rôle, à la fin du jeu de rôle, il y a une phase importante qu'on appelle la phase de débriefing, dans lesquelles les gens ont bien discuté des problèmes qui ont eu lieu pendant le jeu, et ils ont fait des propositions de scénarios pour réduire en fait ces conflits entre les différents types d'acteurs. Dans la nuit du deuxième au troisième jour, on a codé ce jeu de rôle en un système multi-agent simple, le plus simple possible. Et le lendemain, donc excusez-moi, je modifie, hein, je bouge encore ma carte. Voilà. Le lendemain, on a simulé ces scénarios avec les acteurs pour tester justement les propositions qui avaient été énoncées le jour précédent. Donc ça, c'est quelques représentations, ça, c'est des valeurs, voilà. Ce ne sont pas des données scientifiques, ce sont des valeurs d'usage pour chaque type de sol, avec les noms des sols qui ont été proposés par les acteurs locaux et des valeurs, on va dire, subjectives de chacun pour dire à quelle valeur il associe ce type de sol pour faire du riz ou pour faire du maraîchage. Une carte qui a été dessinée aussi. Là, on voit aussi des post-it, euh, des gains individuels pendant le jeu, voilà, avec des figurines qui sont distribuées pendant le jeu. Et ça, ce qu'on voit ici, ce tableau-là, c'est le jeu avec les post-it qui ont été déposés. Et puis, les grands traits noirs, là, ce sont les propositions qui ont été faites par les participants au moment du debriefing, de dire, ben, en fait, là, à partir du fleuve, on pourrait créer des canaux d'eau pour résoudre le problème d'accès à l'eau et donc résoudre les problèmes de conflit. Alors, je continue. Donc, voilà, voici des exemples de règles. Je ne vais pas les énoncer, parce que je vais directement aller dans la simulation. Donc ça, c'est une simulation classique. J'ai vraiment un mal fou avec cette barre. On ne peut pas l'enlever, c'est pénible. Simulation de base, où en fait, ça c'est en saison des pluies. On voit la position des agriculteurs et la position des éleveurs qui ont accès à l'eau et ont accès au point d'eau, il y a pas de souci. Et en situation, en période sèche, on voit que les agriculteurs se mettent le long du cours d'eau et des lacs, et que pour les agriculteurs, ils sont rejetés dans des zones très, très pauvres, avec très peu d'accès à l'eau, et donc des problèmes de mortalité du bétail. Et donc, sur la même simulation, on va utiliser Cormas et on va proposer donc, la mise en place de canaux qui partent et voir si ça change quelque chose. Donc là, en saison des pluies, il n'y a pas de problème. En saison sèche, on voit que les éleveurs se mettent toujours à côté de l'eau pour avoir accès à l'eau pour leur culture. Mais
que ces canaux-là, pour les éleveurs, n'a pas trop changé. En fait, ils se retrouvent à nouveau exclus de l'accès à l'eau et avec des problèmes d'accès à l'eau pour les troupeaux. Et donc, d'eux-mêmes, par eux-mêmes, lors des simulations, les agents, les personnes, les participants ont proposé de créer des canaux plus des règles d'accès. Et la règle d'accès, c'est en saison des pluies, en saison sèche, pardon, les éleveurs n'ont pas le droit d'occuper tous les canaux jusqu'au bout. Ils sont obligés de laisser de la place autour. Et en fait, on voyait avec la simulation que ça limitait en fait les problèmes d'accès à l'eau pour les éleveurs en saison sèche. Ce modèle est très très simple, hein, mais le plus important, c'est qu'en fait, ces règles d'accès, ces canaux et ces règles d'accès ont été proposées par les acteurs eux-mêmes et non pas par les chercheurs du projet. Voici une photo de l'époque qui montre en fait, au début des années 2000, hein, ça. Hein. Donc, qui montre en fait des peuls là qui sont en train d'expliquer une simulation sur un ordinateur. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que sur cette photo-là, c'est qu'on voit sur un autre village, hein, c'est pas le même village, euh, que surtout sur la photo de droite, là, on a le chef de village et en fait, il y a une personne qui passe par-dessus le chef du village qui parle avec quelqu'un d'autre de façon un peu animée. Et en fait, ces outils-là permettent de lever des tabous. On n'avait pas, on est on est au-delà du respect parce qu'on est dans le monde virtuel, dans le monde du jeu, donc on peut s'exprimer. On ne parle pas de réalité, on parle d'un état virtuel. Là, j'ai un petit film. Un aménagement. D'accord. National, voilà. Le long de comme ça. Vous voulez aussi, bah, rajouter un peu de dior, là? Eh bien, ça va continuer. Non, ça va. On avance un peu. Donc là, on voit les gens qui expliquent ce qui se passe sur la simulation. Bon, la qualité n'est pas très bonne, la photo. Là, voilà. Le but, c'est qu'il n'y a plus d'eau là-dessus. Au-dessus de Benguet, d'après la carte, c'est pas permanent. D'après la carte, il y a de l'eau jusqu'au bas de carte. Non? Ah oui, d'accord. Et là, justement, on fait les aménagements. J'arrête là. Uniquement pour montrer qu'en fait, que l'ensemble des participants qui sont dans ces ateliers-là participent vraiment activement à expliciter le modèle et à commenter les simulations qui se passent sur l'écran. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la démarche ne consiste pas à proposer des solutions d'emblée, mais à développer des outils et une démarche afin que les acteurs locaux puissent trouver par eux-mêmes des nouvelles règles de comportement, des nouvelles règles de pratique sur l'espace, afin d'essayer de résoudre par eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontrent. Et cette expérience, en fait, menée au Sénégal dans les années 2000, a, a vraiment été fructueuse dans le sens où on a véritablement vu sur le terrain des changements, des conflits qui étaient beaucoup moins violents que précédemment. Et là, c'est une photo Google de 2006, qui date de 2006, où on voit finalement que effectivement des canaux ont été créés, creusés et créés dans la zone. Donc, on n'est pas sûr à 100% que le projet a produit ça, c'est la conséquence du projet, mais on a une certaine confiance que le projet a permis de faire évoluer les choses. Je ne vais pas continuer à trop travailler sur. Ce serait pour quelques mots pour conclure. Différents types d'apprentissage social par le jeu, mais bon, là, je vais pas. En fait, parce que maintenant, de plus en plus, dans l'unité, on fait des jeux.
et pas forcément avec de l'informatique. Et voilà, ici, voilà, c'est un exemple de jeu tout simple qui peut être aussi informatisé. Et, euh, et on a une synergie de plus en plus dans Commode maintenant entre des simulations informatiques et des jeux. Donc, la photo de droite, là, on a un jeu de plateau simple, classique, quoi. Et la photo de gauche, on a une simulation informatique. Ici, c'est avec des éleveurs en Uruguay qui expliquent en fait l'évolution d'une courbe. L'intérêt de la simulation, c'est la rapidité des simulations, la généricité du modèle. Mais le désintérêt, le point noir, c'est qu'un modèle multi-agent, c'est une boîte noire qu'il est difficile à décrire et à communiquer. L'intérêt du jeu de rôle, c'est de comprendre la complexité des décisions et les points de vue des différents acteurs. Mais la difficulté, c'est que ça a un coût élevé, ça prend beaucoup de temps et on ne peut pas répliquer, on ne peut pas faire N scénarios avec un jeu. On peut dérouler qu'un seul, voire au maximum deux scénarios. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi de plus en plus de simulations hybrides où on fait des simulations interactives de type jeu de rôle assisté par ordinateur. On a beaucoup de cas d'études, donc en Thaïlande. On passait d'abord d'un jeu de plateau ici à une simulation informatique au Vietnam, à nouveau au Vietnam. Ça, au Costa Rica. C'est un travail que j'ai fait mener avec des éleveurs, mais aussi avec des élèves sur la pollution souterraine des eaux. Et donc, à la fin, avec un simulateur informatique qui montre l'évolution de la pollution dans la nappe phréatique. Un autre travail que j'ai fait en Uruguay sur l'adaptation au changement climatique de l'élevage, en utilisant à nouveau la même méthodologie, mais là beaucoup plus basée sur la simulation multi-agent, où là, les acteurs ont modifié euh, un diagramme d'activité exécutable directement eux-mêmes dans le simulateur. Donc en fait, ils contribuaient eux-mêmes à la modélisation informatique par ce type d'outil, de diagramme, et de tester directement les conséquences de leurs actions sur la simulation. Ce travail que j'ai fait avec des collègues uruguayens, c'était un tout petit projet. Et en fait, c'est fait partie des success stories de mes expériences. Il est devenu un projet pilote du gouvernement uruguayen. Et pour essayer Et en fait, on s'est aperçu depuis qu'en fait, il y a vraiment eu des changements de pratique de la part et des éleveurs, mais aussi de l'Institut Plan Agropecuario avec lequel je travaillais, qui préconisait des choses. Mais grâce à ce travail, l'ensemble des participants, les éleveurs et les experts, ont changé en fait leur façon de voir l'adaptation au changement climatique de l'élevage. Un autre type de simulation, donc en fait, des formes hybrides de simulation. D'un côté, on peut avoir donc des outils 100% jeu de rôle. Donc ça, c'est un cas que j'ai fait en Amazonie sur le problème d'élevage et de déforestation. Donc à la fois par un jeu de rôle 100% humain, à gauche, là, puis par une simulation 100% informatique, à droite, avec Cormas, et puis des simulations hybrides, où en fait on voit des acteurs qui utilisent ce simulateur, mais de façon interactive, projetée à plat. Le plus important, en fait, quand on met toutes ces démarches-là en route, que ce soit système multi-agent, jeu de rôle ou jeu hybride, c'est qu'il faut arriver à la phase de débriefing de ce qui s'est passé, qui est la phase finalement la plus importante. Quand on travaille en fait avec un système multi-agent ou avec un jeu de rôle, on met en place des décisions lors du jeu ou dans le simulateur et on regarde ce qui se passe. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'après tout ça, l'ensemble des participants discutent, prennent du recul et discutent sur ce qui s'est passé, sur les problèmes qu'ils ont rencontrés et, et qu'ils essayent ensemble d'arriver à des accords collectifs. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais arrêter là. Juste deux slides pour vous informer qu'en fait, pour en savoir plus sur la simulation, il y a des livres disponibles. Donc là, il y en a trois que j'ai cités ici. Et il y a aussi une formation qu'on met en place tous les ans qui s'appelle Miss ABMS, qui est d'ailleurs hébergée par Agropolis International. Miss ABMS, ça veut dire Multi-Platform International Summer School on Agent-Based Modeling and Simulation. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Je sais que dans le cadre de Planet Flowship, nous avons invité donc Alassane Hassani à venir, mais aussi après coup des collègues
de Hassan qu'on a fait venir à Montpellier pour cette formation. Et cette année, en janvier, avec un collègue Christophe, nous avons été donner cette formation à Parakou. Donc voilà, de notre part, il y a aussi cette flexibilité d'aller donner des cours à l'étranger. Ça, c'est pour la formation en modélisation multi-agent. Et pour Commode, donc il y a les livres dont je vous ai parlé. Il y a le site web www.commode.org avec des guides méthodologiques, des articles. Et il y a aussi un cours qu'on appelle École chercheur Commode, qui aura lieu cette année aussi en octobre, voilà, du 7 au 11 octobre, qui a lieu tous les ans. Cette formation-là, pour le coup, elle est en anglais. Et si vous êtes intéressé, il y a un lien dans ma présentation pour demander à y participer. Et voilà, je vous remercie de votre patience et de votre attention.